D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à présenter sur ce sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Hier, l'ACFAS a lancé son dernier numéro de dossier thématique sur le transfert de connaissances que j'ai dirigé avec un de mes collègues, Valérie Ride. Je suis assez fier du contenu de ce dossier thématique-là qui regroupe des témoignages, des entrevues en audio, des vidéos et des textes de fond, notamment un éditorial dans lequel vous trouverez la citation suivante. « Aucun chercheur n'est préparé pour réaliser l'ensemble des activités qui favorisent une appropriation et une application de la recherche par des intervenants et des décideurs. » C'est une spécialisation, le transfert de connaissances. Les chercheurs ne sont pas formés pour mener ces activités-là de A jusqu'à Z. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas y participer, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas apprendre, ça veut pas dire non plus qu'il n'y en a pas certains qui disposent de ces habiletés-là, mais en général, on n'est pas formé pour ça. L'équipe Prenage a été créée en 2008. Depuis sa création, l'équipe n'a jamais changé d'objet de recherche, qui est le transfert et l'utilisation des connaissances issues de la recherche, appliquées au champ des interventions sociales, mais prises au sens large, les interventions sociales. 4 axes de recherche. Un sur les effets du transfert de connaissances directs et indirects. Donc, est-ce que le transfert de connaissances vers des intervenants font en sorte que les gens avec qui ils travaillent se portent mieux? Donc, ce seraient les effets plus indirects. Direct, c'est sur les intervenants avec qui on travaille ou les décideurs. Ensuite, les processus par lesquels ces effets sont produits, qu'est-ce qui fait en sorte que ça fonctionne puis que ça mène à l'utilisation de la recherche, les efforts de transfert qu'on fait. Ensuite, le développement des capacités en transfert de connaissances et en évaluation du TC. On a élaboré, adapté et utilisé à de nombreuses reprises une formation sur le transfert de connaissances qu'on a donnée ici au Québec, en Europe, en Afrique, un peu partout, et à de nombreuses reprises, même jusqu'au Kazakhstan l'an dernier. Et un 4e volet qui porte sur les développements méthodologiques. La provenance des membres, au début, on est parti avec essentiellement éducation et santé publique, ou santé communautaire, et maintenant, on a des partenaires. Il y a 17 chercheurs universitaires dans l'équipe qui sont en éducation, en sciences politiques, en psychologie, en santé publique, en psychoéducation, etc. On a des collaborateurs des milieux de pratique. On a des organismes dont la mission ou une partie de la mission est de faire du transfert de connaissances. L'IRSST en fait partie, mais il y a aussi le CETREC, le CLIP, l'INES, l'INSPQ, qui sont nos partenaires qui ont un mandat de faire du transfert de connaissances, et des milieux de pratique, 3 CIUS, 4 CIUS, la Fondation du Dr Julien, le Centre Jeunesse de Montréal, l'Institut universitaire, etc. Et il y en a d'autres, je n'ai pas nommé tout le monde ici. Donc, les facteurs liés à l'utilisation de la recherche, il y a des caractéristiques des individus qui vont influencer la décision d'utiliser ou pas des connaissances issues de la recherche. Il y a des gens qui peuvent considérer que les résultats de recherche, c'est pas utile, que les chercheurs, ce qu'ils font, c'est du pelletage de nuages. Et il y a d'autres personnes qui peuvent être friandes de résultats de recherche, qui souhaitent utiliser pour améliorer leur pratique ou la prise de décision. Donc, les individus sont déterminants dans le fait qu'un résultat de recherche va être utilisé ou pas. Dans les organisations, c'est un peu la même chose. Il y a des organisations qui sont ouvertes au changement, d'autres qui le sont moins. Il y a des organisations qui vont consacrer du temps pour que les gens aillent se former pour faire du transfert de connaissances, qui vont embaucher un conseiller en transfert et valorisation de la recherche, comme à l'IRSST. Et il y a des organisations qui vont allouer du temps pour ça et qui vont développer une expertise pour ça. Donc, des caractéristiques organisationnelles sont aussi déterminantes de l'utilisation qui va se faire de la recherche. Il y a des caractéristiques des connaissances aussi qui sont influentes. Une connaissance, pour qu'on puisse l'utiliser, il faut qu'on y ait accès et il faut qu'on la comprenne. Et quand l'information est retransmise dans un discours de chercheur extrêmement sophistiqué, c'est pas certain que les gens vont comprendre exactement ce à quoi ça sert. Et si on n'a pas formulé des recommandations pour mettre en place des actions qui tiennent compte des résultats obtenus, on risque moins aussi de voir une utilisation. 4e catégorie de facteurs, les caractéristiques des efforts de transfert de connaissances qui sont faits. Il y a des initiatives de transfert de connaissances qui sont très efficaces dans un milieu, mais pas dans un autre. Les approches top-down, dans le biomédical, ça marche bien. Un médicament démontre son efficacité hors de tout doute, ou presque, par rapport à un autre. C'est implanté dans les pratiques des médecins, ça se fait très, très rapidement. Il y a d'autres
contexte où une approche top-down est absolument pas appropriée, puis où les gens vont dire prouve-moi que ma pratique n'est pas suffisamment efficace avant que j'en adopte une autre. Donc, les stratégies qu'on va utiliser pour favoriser l'utilisation de la recherche vont aussi avoir, évidemment, un effet sur l'utilisation en bout de compte. Et puis, il y a les chercheurs. C'est quoi les facteurs qui sont liés aux caractéristiques des chercheurs? L'attitude envers la collaboration, capacité à tenir compte des caractéristiques et des besoins des utilisateurs, donc de voir de quoi les gens avec qui on travaille auraient besoin comme information. Si vous travaillez avec des enseignants dans des écoles en milieu défavorisé, puis que vous êtes en nutrition, puis que vous dites « Moi, j'ai le plus spectaculaire programme de nutrition à implanter dans ton école », ça se peut qu'on ne trouve pas preneur parce que les enseignants sont aux prises avec un problème grave de gestion de classe. Fait que c'est pas ça qui est leur préoccupation. Les habiletés à adapter les connaissances. De trouver des mots, des façons d'expliquer les résultats qui seraient compris par ma mère. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce qu'on est formé pour utiliser un vocabulaire spécialisé et transmettre ça à nos collègues qui ont le même bagage que nous. La crédibilité aux yeux des utilisateurs est aussi quelque chose de fondamental dans le transfert. Puis la reconnaissance de la valeur des activités de TC, ça s'adresse plus aux institutions universitaires qu'aux chercheurs eux-mêmes, mais tant que le transfert de connaissances ne sera pas plus valorisé dans les institutions, on risque de ne pas avoir beaucoup de chercheurs qui en font puis qui en font bien. Étude 1. Soutenir les chercheurs dans leurs activités de transfert de connaissances, une étude de besoin. Le Bureau de la recherche de l'Université de Montréal avait obtenu une subvention à un moment donné pour favoriser, en fait, l'utilisation de la recherche. Et puis, ils se sont dit, oui, on fait bien des choses dans les domaines plus de recherche fondamentale, mais on fait pas grand-chose en sciences humaines et sociales. Puis, on ne sait pas par quel bout prendre ça. On voudrait soutenir les chercheurs, mais on ne sait pas par où commencer. Alors, ils m'ont commandé cette étude-là. Les objectifs étaient de documenter les attitudes des chercheurs à l'égard du transfert, d'identifier les facteurs qui facilitent puis ceux qui entravent les activités de transfert et d'identifier les principaux besoins des chercheurs pour soutenir les activités de transfert. Participants, un questionnaire en ligne, il y a 800 personnes qui ont été invitées à répondre au questionnaire, 216 qui ont répondu, c'est pas un très bon taux de réponse. Et des entretiens face à face avec un sous-échantillon d'une trentaine de répondants. En fait, c'est un échantillon stratifié où on a pris les gens qui avaient l'attitude la plus positive face au transfert, les moyens, puis ceux qui avaient une attitude non positive. Le problème, c'est qu'on a eu bien du mal à trouver des gens qui n'avaient pas une attitude positive, parce que ceux qui ont répondu en avaient une, en général. Donc, on ne sait pas trop comment les autres se positionnent parce qu'ils n'y ont pas répondu. Donc ça, c'était évidemment une limite. Ça nous a quand même permis d'apprendre un certain nombre de choses. D'abord, nos répondants avaient un vif intérêt pour le transfert de connaissances et une production de recherche appréciable. Donc, ceux qui disent que le fait de faire du transfert, ça t'enlève du temps pour faire de la recherche, peut-être que c'est pas si vrai que ça. Mais ceux qui font beaucoup de recherche, c'est ceux qui sont mieux financés en général, et puis ils ont peut-être les moyens de s'adjoindre des gens pour s'occuper de ces questions-là de transfert. Deuxième résultat, des avantages et des bénéfices considérables. Nos répondants nous disent « c'est vraiment intéressant pour nous parce que ça nous donne des nouvelles opportunités de collaboration, ça nous donne des idées pour d'autres recherches éventuellement, ça nous permet de mieux connaître les besoins des organisations, etc. » Troisième résultat, adéquation entre les activités de transfert et la production scientifique, ça c'est ce que j'ai dit tantôt. Des limites à l'implication des chercheurs dans les activités de TC. Les limites, c'est des limites de temps, puis c'est des limites liées aussi à leur expertise pour le faire. C'est que ceux qui en faisaient, ils faisaient les activités qui sont certainement utiles, mais celles qui demandent le moins de temps et le moins d'énergie. Fait que c'est pas des gens qui produisaient des notes de recherche synthétiques puis qui envoyaient 2 semaines avant la tenue d'un atelier délibératif pour élaborer un plan d'action pour donner suite à ces recommandations-là, etc., etc. Donc, ils allaient sur, bon, on va faire un résumé vulgarisé, on va aller faire une conférence dans un congrès organisé pour les milieux de pratique et tout ça, mais moins dans les trucs un peu plus complexes. Transfert de connaissances, un concept à clarifier. Pour beaucoup de nos répondants, le transfert de connaissances, c'était aussi ce qu'ils enseignaient à leurs étudiants. Et nous, en général, quand on parle de transfert de connaissances, on parle de transfert en dehors du monde académique. Et en plus, il y a une multitude de termes qui sont utilisés pour parler de du transfert de connaissances, donc du concept de production d'un résultat de recherche vers son utilisation. Ce concept-là
est appelé de toutes sortes de façons par toutes sortes de monde. Le CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, appelle ça la mobilisation des connaissances. Les instituts de recherche en santé du Canada appellent ça l'application des connaissances. L'ancienne Fondation canadienne de recherche sur les services de santé parlait de transfert et de partage de connaissances. L'IRSST parle de valorisation. Bref, tous ces termes-là ont en commun le fait qu'ils visent une utilisation concrète de résultats de recherche. Les besoins accomplis, puisque c'était le but ultime de l'étude, reconnaître la valeur académique du transfert de connaissances, était clairement exprimé par nos répondants. Il y en a plusieurs qui nous disaient que le transfert de connaissances, ils faisaient ça un petit peu en cachette de leurs collègues parce que dans leur unité, c'était pas très bien vu, c'était vu comme une activité non scientifique. Inclure ces activités dans les critères de promotion des chercheurs. Il y a très peu d'universités dans le monde qui le reconnaissent formellement. Bien sûr, dans les dossiers de promotion, dans mon institution, il y a un endroit où on peut parler de nos activités de transfert, mais il n'y a pas de point alloué à ça. Puis, dépendamment des gens qui se retrouvent sur le jury qui vont évaluer mon dossier de promotion, bien, s'il y en a qui pensent que c'est une perte de temps, bien, on risque de payer le prix. Voilà. Surtout si le fait d'en faire beaucoup a réduit notre production scientifique. Ce qui n'est pas le cas la majorité du temps, mais quand même, ça peut arriver. Et en fait, d'offrir le soutien nécessaire aux chercheurs parce qu'ils ne sont pas nécessairement toujours outillés pour le faire. Et depuis que les organismes de financement de la recherche mettent de plus en plus de pression sur les chercheurs pour qu'ils produisent des plans de transfert de connaissances, les chercheurs ne sont pas nécessairement outillés pour élaborer ça, puis surtout pour le mettre en pratique. Les critères des promotions généralement adoptés dans les universités portent sur 4 critères: l'enseignement, la recherche, évidemment, la contribution au fonctionnement de l'institution et le rayonnement. Le rayonnement, ça, c'est comment on rayonne sur le plan international en allant dans les congrès, en étant sur des jurys dans d'autres pays, etc. Mais on a mis la main sur, puis on a vraiment cherché, sur une seule université dans le monde. Peut-être qu'il y en a eu d'autres depuis. Je n'ai pas refait l'exercice récemment. Mais l'Université de Melbourne, qui, elle, a 3 critères: l'enseignement, la recherche et le transfert de connaissances et le leadership. Et ce qu'il y a de particulier dans cette université-là, c'est qu'ils ont attribué des points à ces critères-là. Donc, l'enseignement et la recherche, minimum 25% chacun des points, mais pour un total qui ne doit pas dépasser 80%. Donc, il y a au moins 20%, mais ça peut aller jusqu'à 50%, qui est alloué aux activités de transfert de connaissances et de leadership. Ce qui est fort intéressant, et je n'ai vu aucune autre institution dans le monde, au moment où on a fait cette enquête-là, où des pourcentages étaient attribués à ces activités-là. L'autre étude portait des pratiques de transfert de connaissances des chercheurs de l'Université de Montréal. Encore une fois, on s'est dit la première fois, on a eu juste 25% de taux de réponse. On va essayer une autre fois avec une autre méthode et avec un autre objectif aussi. Tracer un portrait global des pratiques d'ETC au sein de l'institution, puis explorer les facteurs qui peuvent influencer ces activités. On a invité les 1236 chercheurs de l'Université de Montréal, donc les 1236 chercheurs des 12 facultés de l'Université de Montréal à répondre à un questionnaire en ligne. Taux de réponse de 35%, c'est un peu mieux. Il s'est considéré comme raisonnable dans bien des endroits, mais encore là, on a certainement un biais de réponse assez important puisque ceux qui ne sont pas favorables ou qui considèrent que ce n'est pas scientifique n'ont peut-être pas répondu. Je vous présente seulement quelques résultats intéressants. Fréquence des échanges avec des utilisateurs potentiels au cours des 12 derniers mois. Aucun échange, 26%. Quelquefois, 37%. Mais au moins une fois par mois ou une fois par semaine, à plus qu'une fois par semaine, on a presque 40%, 37% des répondants. Sur 431 répondants, ça fait quand même beaucoup de monde qui sont en contact étroit avec des utilisateurs potentiels de leurs résultats. Deuxième résultat important, nombre moyen de production écrite et orale donc destiné à des utilisateurs potentiels au cours des 12 derniers mois, dépendamment de si on a une subvention de recherche qui comporte un volet de transfert de connaissances. Donc là, ce qu'on regardait, c'est le fait que les organismes subventionnaires demandent des plans de transfert. Est-ce que ça a un impact sur les productions de transfert? Et là, on se rend compte que ceux qui ont un plan de transfert lié à leur subvention produisent 50% plus d'activités ou de documents dans un but de transférer les connaissances.
les défis pour les chercheurs. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de trop embêter les collègues du transfert de connaissances à ce stade pour la rédaction des notes de recherche et des présentations PowerPoint. On a quand même de l'expérience dans ça. Ça a été écrit par un collègue qui faisait partie d'une équipe de 11 chercheurs qui avait mené des travaux de recherche depuis 3 ans et qui devait, comme on dit en Afrique de l'Ouest, restituer ces résultats-là aux utilisateurs potentiels. Il y a donc un atelier de 2 jours qui a été organisé avec des décideurs, des intervenants, des décideurs au niveau politique aussi, une 40aine de personnes qui ont été invitées à cet atelier-là. Et comme ça faisait 3 ans et demi qu'on avait formé un courtier de connaissances, ça c'est un intermédiaire qu'on met entre les chercheurs et les utilisateurs, puis qui sont chargés d'aller chercher l'information, puis de la transformer, puis de la restituer aux utilisateurs potentiels, on a dit, bien, là, on veut qu'il y ait une note de politique, ou on dit en anglais un policy brief, une note de politique pour chacune des présentations qu'il va avoir pendant ces 2 jours-là. Il y avait 10 présentations prévues, on veut 10 policy briefs, et on vous donne un certain nombre de consignes sur ce que doit contenir votre policy brief. Vous pouvez vous faire aider par le courtier, il peut vous aider à commenter les différentes versions, il peut même produire la première version, si vous voulez. C'est là que notre collègue nous a dit ça. Mais pendant les présentations de ce collègue-là, il en faisait 3. Moi, j'ai noté les termes que quelqu'un qui n'a pas une solide formation en recherche ne peut pas comprendre. J'en avais plus qu'une 20aine sur ma feuille. Je donne quelques exemples. Discordance de statut parasitologique. Bon, on était dans un contexte de lutte antipaludique en Afrique de l'Ouest. Pas sûr que tout le monde, même dans ce contexte-là, comprenait ça. Indicateurs composites. Analyse stratifiée, mesures antivectorielles. Je vous dis plus qu'une 20aine de termes comme ça qui s'adressaient à des agents de santé communautaires, à des infirmiers, des infirmières, à des médecins, peut-être qui étaient plus en mesure de comprendre ça, puis à des décideurs politiques qui n'ont pas nécessairement une formation en recherche, qui ne sont pas nécessairement médecins. Je vais terminer avec la liste des tâches que le courtier de connaissances qu'on avait formé et accompagné dans le cadre de cette programmation de recherche-là, faisait comme travail. Lui était chargé d'identifier les besoins des utilisateurs pour de nouvelles connaissances. Il devait repérer les informations pertinentes, donc dans la littérature scientifique, parce qu'il n'y avait pas seulement les travaux que les chercheurs de l'équipe faisaient qui devaient être transférés, mais on devait répondre aux questions des gens puis voir qu'est-ce qui existait comme information sur ces thématiques-là d'abord. Donc, repérer les informations pertinentes, en faire la synthèse et la présenter dans différents formats, des notes de recherche, des résumés vulgarisés, des infographies, des présentations PowerPoint, mais en format 6 lignes, 6 mots par ligne. Animer des ateliers de présentation des résultats, élaborer des plans d'action pour implanter les recommandations qui découlent de ces résultats et faire un suivi de ces plans d'action. Parce que ce qu'on sait, c'est que si on veut que nos résultats soient utilisés, il faut accompagner le changement. Et ça, les chercheurs ne le feront pas. En conclusion, le chemin qui reste, à mon avis, à parcourir, les principaux trucs, je pense que les pressions exercées par les organismes de financement de la recherche sont extrêmement utiles. C'est eux, finalement, qui ont poussé les institutions universitaires à être confrontés, finalement, à cet enjeu-là de transfert de connaissances. Au bureau de la recherche à l'Université de Montréal, il y a 5 ans, il n'y avait pas de conseiller en transfert de connaissances. Il n'y avait personne qui était en mesure de soutenir les chercheurs. Aujourd'hui, il y en a. Reconnaissance des activités de transfert des chercheurs et un soutien approprié, c'est clair qu'il reste un grand bout de chemin à parcourir là-dessus. Puis la formation professionnelle de transfert de connaissances, je pense que c'est nécessaire, utile et il faut que ça se poursuive. Je m'arrête ici.